Liadi Vinayon Soglo, bonjour. Bonjour. Je reçois ce matin un homme heureux, un homme comblé. Après toutes ces années d'apprentissage, votre géniteur a enfin décidé de vous transmettre le flambeau. À une exception près, vous mènerez les prochaines batailles électorales en chef de guerre, plus de protection parentale. Avant de nous projeter dans l'avenir, il nous faut solder les comptes du passé. Et en matière de passé, il vous faut argumenter afin de décoller de votre peau cette étiquette que vos amis d'hier vous ont collée. Vous seriez le cheval de Troie que le pouvoir Kori a utilisé pour infiltrer l'Union fait la nation. Et comme, pour leur donner raison, vous et votre formation politique avez sauté pieds joints dans la majorité plurielle au lendemain des législatives 2011. Majorité que vous n'allez quitter qu'en décembre dernier. Ce qui amène à dire de vos positions politiques une simple variable d'ajustement au service de vos ambitions. Vous changez de fidélité et de discours au gré des circonstances et de votre intérêt immédiat. Jugement assez dur peut-être, mais c'est le risque. Quand on veut se rallier sans se rallier tout en se ralliant. Cela vous vaut des haines tenaces en même temps d'indéfectibles dévouements. L'occasion vous est donnée d'expliquer à vos compatriotes ce qui a motivé vos choix successifs. Les Béninois ont besoin de connaître celui qui aspire à les diriger. Je ne trahis aucun secret lorsque je dis le problème avec Liadi Soglo n'est pas de savoir s'il sera président de la République, mais quand. Vous le voulez tellement qu'il sera extraordinaire que vous n'y parvenez pas. À moins qu'un accident de parcours ne vous carbonise dans votre vol trop près du soleil. Vos compatriotes veulent aussi comprendre pourquoi le duo que vous constituez avec le président maire n'est pas arrivé à faire de Cotonou une ville propre où il fait bon vivre pour ses populations. Nous parlerons aussi de votre alliance RB-RP qui va à l'assaut des législatives. Bienvenue en zone franche, Liadi Vinayon Soglo, et pour vous poser la première question, mon confrère André Dossa. André, bonjour. Bonjour Malé Gomina, bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour Liadi Vinayon Soglo. Cette émission est retransmise en simultané sur Fraternité FM à Parakou, Kandi FM à Kandi, Solidarité FM à Diougou et bien sûr sur le réseau satellitaire Canal 3 Monde qui reprend certains programmes de Canal 3 Bénin. Vous avez suivi l'introduction de Malé Gomina. Qu'est-ce qui, selon vous, n'est pas exact dans son appréciation? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur votre émission phare, Zone France, ce jour, dimanche, et profiter donc de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal et leur souhaiter une bonne journée dominicale. Vous souhaitez que je réponde à un certain nombre de questions. Nous allons les sérier et je vais commencer d'abord par, disons, celle qui me tient le plus à cœur, puisque vous avez parlé tout à l'heure du président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'homme qui m'a donné, disons, la possibilité d'être ce que je suis et qui a décidé, après réflexion, de passer le témoin, de passer la main. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte pour le remercier et lui dire que nous serons, disons, à la hauteur de la confiance qu'il a mis en nous et que nous souhaitons, espérons que cette confiance ne décevra pas non plus nos compatriotes, les Béninois. Maintenant, pour le reste, s'agissant de l'appréciation que vous faites, disons, de mon passage de l'Union fait la nation à la majorité présidentielle, nous aurons, si vous le permettez, l'occasion, disons, de rentrer dans les détails. Ce que je veux que vous reteniez ce jour, c'est que ce qui nous guide et ce qui nous guidera toujours, c'est l'intérêt général, c'est l'unité nationale, c'est la stabilité, c'est la paix. Et donc, c'est à partir de ce marqueur que vous pourrez apprécier, disons, les actes que nous avons été amenés à poser. Et je crois qu'ensemble, on tirera, disons, les conclusions qui s'imposent. Oui, mais monsieur, quand on épluche les sujets énoncés dans l'introduction, pouvez-vous déjà nous dire pourquoi vous êtes resté si longtemps silencieux? D'abord, c'est pas tout à fait exact, parce que mes partisans, notamment mon porte-parole, se sont expliqués
plusieurs fois lorsque le besoin s'est fait sentir sur, disons, des questions d'intérêt national. Et puis, la Renaissance du Bénin, nouvelle version, c'est une équipe et nous avons, disons, l'habitude de nous répartir les tâches et j'ai pensé à ce moment précis qu'il était, disons, important que ce soit le porte-parole ou le secrétaire exécutif national. J'ai choisi de parler ce jour parce que, mes chers compatriotes, l'heure est grave. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que l'avenir de notre démocratie. Parce que lorsque nos amis de Force-Cori pour un Bénin émergent disent qu'ils veulent, coûte que coûte, vaille que vaille, réviser notre loi fondamentale, je crains que ça ne crée de nouveau des tensions et que si on n'y prend pas garde, on peut aller dans des avenues que nous ne souhaitons pas. Cette loi fondamentale qui est en vigueur depuis bientôt 25 ans nous a permis de vivre en paix. Et la paix n'a pas de prix et la stabilité n'a pas de prix. Et le combat que nous menons, ce qui justifie notre présence aujourd'hui sur ce plateau et sur la liste de l'Alliance RB-RP, c'est cette volonté d'œuvrer pour le maintien des acquis démocratiques. Nous souhaitons vivre dans un état où on peut vivre mieux, où on peut vivre en paix. Et donc, nous nous opposons catégoriquement à toute révision opportuniste de notre loi fondamentale. Oui, mais monsieur le maire, nous allons y revenir tout à l'heure, mais nous avons besoin quand même que vous puissiez expliquer, parce que votre expérience est un peu atypique. Vous avez passé beaucoup trop de temps sous le président Nicéphore Soglo. Il y a eu de l'immobilisme à un moment donné où les gens craignaient pour dire, mais il a dit, il ne se ôte pas de la tutelle de ses parents. Est-ce que les espoirs placés en lui ne seront pas déçus? Au même moment, il y avait un risque, celui de hacker la succession. Mais vous avez réussi à concilier les deux. Et aujourd'hui, vous êtes président du parti, vous conduisez le parti, vous conduisez la Renaissance du Bénin, vous allez conduire la liste au niveau de la municipalité de Cotonou. Vous êtes candidat aux élections législatives. Expliquez à vos compatriotes comment tout cela s'est passé, parce que c'est beaucoup d'années à rester sous le président Nicéphore Dieudonné Soglo. D'abord, je vous remercie pour l'appréciation que vous faites de la façon dont nous avons géré cette situation qui, comme vous-même l'avez souligné, est complexe. Travailler aux côtés d'un homme de cette dimension, ce n'est pas tous les jours simple, ni même facile. Et donc, je crois, puisque lui-même, il a l'habitude de parler de métier de roi, je crois que l'apprentissage a été fait. Ça a pris du temps, parce que c'est comme ça que les choses se passent. Lorsque on veut, et c'est mon cas, être, disons, un homme d'État, il faut être patient, il faut être persévérant, et c'est ce que j'ai fait aux côtés du président Soglo. Et aujourd'hui, vous le constatez, je pense que l'enfant qu'ils ont désiré et qu'ils voulaient qu'il soit bon, l'est, puisqu'on m'a appelé Léadi Vinagnon. L'enfant sera bon, l'enfant sera bien. Je crois que désormais, on peut m'appeler Vignon. L'enfant est effectivement tel que les parents l'ont souhaité. Je ferai tout pour ne pas décevoir, disons, l'espoir qui a été mis en moi, en ma personne, et je travaille à cela tous les jours. Il a fallu effectivement un apprentissage au niveau local, au niveau national. J'ai été à la présidence de la République, puis à la mairie de Cotonou. Je pense que ça m'a permis d'apprécier davantage, disons, les problèmes qui se posent à nos compatriotes. J'ai l'habitude de dire que à la mairie de Cotonou, nous sommes la première ligne de défense de l'État et nous réglons les problèmes quotidiens des populations, et ils sont de tous ordres. Et honnêtement, c'est, disons, un formidable champ d'apprentissage, d'expérimentation que celui-là. Nous sommes prêts à assumer la relève, et je crois que le reste, ça dépend effectivement de Dieu
et de nos compatriotes. Et sauf qu'il y a une seule fausse note à ce niveau, la candidature de Mme Roselyne Vieira-Soglo aux législatives. Beaucoup de vos compatriotes avaient estimé qu'elle devait se retirer, prendre sa retraite politique, qui, soit dit en passant, aurait été méritée. Bon, c'est vous qui, appréciez les choses de cette façon. Je vous l'ai dit à l'entame, nous sommes dans une situation particulière. Pour la première fois depuis le renouveau démocratique, notre système démocratique est menacé, est en danger. Madame Roselyne Vieira-Soglo, la présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin, a jugé que dans ce contexte, il était absolument indispensable pour elle de participer donc aux prochaines joutes électorales. Et vous le savez, elle a une grande expérience parlementaire. Elle dit des choses qui sont fortes, qui résonnent. Et donc, pourquoi se passer aussi de sa grande popularité? C'est ce qui explique sa présence sur notre liste. A-t-elle besoin d'être candidate pour participer à ce débat, pour apporter sa contribution à la lutte, au combat dont vous parlez? Non, elle n'avait pas besoin d'être candidate, mais elle a souhaité aller à l'Assemblée nationale une fois de plus pour, faire attendre sa voix. Et puis, elle a une grande expérience parlementaire. Elle est restée à l'Assemblée pratiquement sans discontinuité depuis près de 20 ans. Et donc, cette expérience, ce savoir-faire, on va en avoir besoin parce que ceux que nous voulons envoyer à l'Assemblée nationale sont des hommes et des femmes qui vont d'abord et avant tout se concentrer sur, le refus de notre liste et de toutes les autres listes démocratiques d'accepter effectivement cette révision opportuniste de notre Constitution. La démocratie aussi, c'est de laisser ceux qui pensent qu'il faut toucher aussi la Constitution. Donc toutes les listes sont démocratiques. Monsieur le maire, est-ce que ce n'est pas parce que autour de la présidence de la Renaissance du Bénin, il y a une trop grande popularité et que vous craignez de faire piètre figure sans elle, qu'elle est encore sur la liste? Beaucoup de vos compatriotes le pensent. Bon, j'espère que au cours de la campagne à venir, je vais, démontrer le contraire. Non, honnêtement, il m'était parfaitement loisible de conduire, la liste dans la 16e circonscription. Mais pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, la présidente a souhaité compétir. C'est vrai qu'elle a effectivement une grande popularité. Je crois que on aura l'occasion de juger de la mienne. Toujours est-il que la relève est assurée, elle est assumée, et laissez-moi vous dire que lorsque je descends sur le terrain, les retours qui me reviennent sont, absolument encourageants, et nous allons continuer avec, cet objectif que nous sommes fixés, d'avoir, s'il plaît à Dieu, une quinzaine de députés au moins dans la prochaine Assemblée nationale. Non seulement maman est candidate, mais l'AB a dû se mettre en alliance. Pourquoi? Parce que ensemble c'est mieux, parce qu'ensemble on est plus fort, et soit dit en passant, ce n'est pas la première fois que nous nous mettons en alliance. En 2007, nous sommes allés avec le PSD et le MADEP, ça s'appelait l'ADD. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Attendez. Donc on estime que c'est parce que l'AB aujourd'hui est en perte de vitesse qu'elle a dû chercher d'autres forces. Est-ce que vous dites la même chose de toutes les autres listes? Parce que la majorité des listes qui ont été déposées à la Sénat sont des listes d'alliance. Non, je pense que si nous sommes en alliance, c'est parce que nous partageons avec le président Janvier Yahya-Odéou, les mêmes points de vue. Nous avons une vision commune et nous allons ensemble œuvrer pour, barrer la route à la forfaiture qui se profile à l'horizon, à savoir cette révision opportuniste de notre loi fondamentale. Oui, mais vous parlez de Janvier Yahya-Odéou, c'est peut-être compréhensible, mais ce qui l'est moins, c'est que votre liste est devenue le réceptacle des bannis des autres listes. Mon cher Malik, je rejette ce qualificatif qui s'adresse à des personnalités de très grande qualité qui ont décidé de nous rejoindre. L'honorable Benjamin Aounou
était il n'y a pas si longtemps coordonnateur des forces Cori pour un Bénin émergent dans le littoral. Le ministre Tidjani Serpos a été plusieurs fois député. Il a une expérience et un savoir-faire que tout le monde reconnaît et salue. L'honorable Djaouga est un élu de la 7e circonscription. L'honorable Goutolou a une assise réelle dans la région Agonli et en particulier donc à Mouinri. Madame Koubeti, qui est notre tête de liste dans la 3e circonscription électorale, est à la tête d'un mouvement de plus de 15 000 âmes. Vous reconnaîtrez avec moi que les personnes dont je viens de parler sont un plus. Et nous avons, je crois, réussi à confectionner une bonne et belle liste. Et si plaît à Dieu, nous atteindrons l'objectif que nous sommes fixés, à savoir obtenir au moins 15 députés pour la prochaine Assemblée nationale. Que peuvent apporter concrètement à la Renaissance du Bénin des personnalités, certes de grande qualité, comme vous le dites, mais qui n'ont pas été positionnées par leur formation politique originelle? Est-ce que ce n'est pas parce que leur valeur résiduelle tend vers zéro qu'ils ont été rejetés par leur famille d'origine? Moi, je dois dire que lorsque j'entends ce genre de propos, je suis un peu perplexe. Parce que lorsque il s'agit de la Renaissance du Bénin et que des éléments nous quittent, on parle de tremblement de terre, on parle de remise en cause de notre formation politique, mais lorsque d'autres personnes nous rejoignent, et ils sont de plus en plus nombreux, vous aurez pu constater au cours des 3 semaines passées que nous avons reçu un afflux massif d'hommes et de femmes venant principalement des forces Cori pour un Bénin émergent. Laissez-moi vous dire que ces personnes sont des personnes de très grande qualité. Si les autres n'ont pas vu l'apport qu'ils peuvent, disons, donner, apporter à leur formation politique, ben c'est tant pis. Nous, en tout cas, nous les avons accueillis et nous sommes très contents de les avoir avec nous. Mais c'est bon d'accueillir des gens, mais c'est aussi bon de maintenir ceux qui sont. On a vu la semaine passée le départ de 10 élus au niveau d'Abomey. C'est quand même une perte sèche. Le maire de la ville, justement. C'est toujours douloureux de voir certains de ces militants s'en aller. Nous avons essayé, autant que faire se peut, de les convaincre, de les ramener, disons, à la raison, mais force est de constater que nous n'avons pas pu aboutir. Ce que je crois, c'est que c'est surtout la crainte de se soumettre aux primaires qui ont amené ces départs. Nous avons désormais décidé de demander à la base, à la population, de choisir les personnes qui vont conduire désormais leur destinée. Et donc, je crois que c'est ça qui a poussé nos camarades d'Abomey à faire ce qu'ils ont fait. Mais en tout état de cause, ça ne nous empêchera pas d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Ces personnes soutiennent le contraire. Elles estiment que vous avez préféré une seule personne, c'est-à-dire les Arans Glélé, au détriment d'une dizaine d'élus, dont un maire notamment. Non, c'est leur appréciation. Nous les avons écoutés, nous leur avons dit qu'il ne fallait pas confondre tout, qu'on était d'abord et avant tout concentrés sur les élections législatives et qu'ensuite on parlerait des élections communales. Elles ne nous ont pas comprises, elles ont décidé de faire ce que vous savez. Moi, ce que je retiens... Sans doute parce que nous allons d'abord aux législatives avant les municipales. Moi, ce que je retiens, c'est que tout a été mis en œuvre pour leur permettre de rester avec nous. Elles en ont décidé autrement. La porte, ma porte, est toujours grande ouverte. S'ils souhaitent à un moment donné revenir, ils seront les bienvenus. En attendant, nous avons une élection législative à gagner et je voudrais qu'on se concentre sur ça. Oui, mais justement, on se concentre sur cela. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez prétentieux de votre part, donc quand je parle de votre part, de la Renaissance ou de votre alliance, de souhaiter 15? C'est vrai que par le passé, on a vu la RB amener assez de députés, mais ce temps-là, c'est un souvenir lointain. Au regard de votre poids électoral actuellement au niveau de l'Assemblée nationale, comment vous pensez partir de ce nombre à 15? Est-ce que ce n'est pas assez prétentieux? Non, c'est
pas, comme vous le dites, prétentieux. C'est simplement, s'il plaît à Dieu, ce qui va se passer, arriver. Nous souhaitons, voulons, désirons avoir au moins 15 députés, tout simplement parce que nous pensons que avec ce nombre-là, nous pourrons faire pièce à nos amis d'en face, à nos amis des forces Cori pour un Bénin émergent, parce que nous souhaitons nous agréger avec les autres forces démocratiques pour barrer la voie donc à ce projet funeste pour notre pays qui est cette révision opportuniste de notre Constitution. Maintenant, la qualité des hommes et des femmes que nous avons cooptés sur notre liste nous rassure. L'occupation systématique du terrain que nous sommes en train de faire. J'ai été présenter les candidats à Cotonou, à Calavi, dans le Zou. La réponse que nous avons eue nous rassure sur, disons, l'atteinte de cet objectif. Et puis, mon cher Malik, les populations nous connaissent. Ils savent que la Renaissance du Bénin est un parti de référence, un parti de valeur, un parti qui a fait ses preuves. Nous avons passé 15 ans dans l'opposition et nous sommes encore là. Donc je crois que il apparaît clairement aux yeux de ceux et celles que la Renaissance du Bénin, en alliance avec Réveil Patriotique, peut incarner, disons, une force de progrès et de changement. Vous comptez sur Dieu. Dieu n'est pas électeur, il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Quels sont les atouts de la Renaissance du Bénin? D'aucuns estiment par exemple que la Renaissance du Bénin est une formation politique historiquement viable et forte pour se mettre pour ne se mettre en alliance qu'avec Janvier Yawédéou. Quand on voit des formations politiques beaucoup plus jeunes créer des alliances assez importantes, que répondez-vous à cela? D'abord, je vais commencer par dire que rien de durable ne peut se faire sans l'aide de Dieu. Et donc, nous implorons, nous invoquons tous Dieu et nous espérons qu'une fois de plus, il nous écoutera et qu'il nous permettra d'éviter à notre pays ce que les forces Cori pour un Bénin émergent souhaitent faire. Ensuite, nous avons décidé d'aller en alliance avec le Réveil Patriotique, parce que comme je vous l'ai dit, nous partageons les mêmes idéaux. Le Réveil Patriotique, son président Janvier Yawédéou, a été à l'avant-garde, disons, de la lutte contre toute révision opportuniste de la Constitution. Et donc, le fait d'agréger les forces de la Renaissance du Bénin et celles du Réveil Patriotique, plus toutes les personnalités dont nous venons de parler, est une garantie, en tout cas pour nous, que les populations nous feront confiance et sauront que si demain ils se retrouvent à l'Assemblée, ils ne travestiront pas leur, vote, ils ne travestiront pas leur choix. Voilà. Monsieur le maire, lorsque vous positionnez une personnalité comme Tigani Serpos, est-ce que vous ne craignez pas que le mur continue de se fissurer entre vous et le Parti du Renouveau démocratique? Honnêtement, ce que je peux vous dire, c'est que le président Serpos est venu nous voir, a souhaité que nous puissions le positionner. Nous l'avons fait parce que c'est une personne de très grande qualité et que nous aurons besoin de son savoir-faire à l'Assemblée nationale. Il était question que la Renaissance du Bénin se mette en alliance avec d'autres formations politiques, mais finalement, cela n'a pas, on vous a pas vu venir avec ces alliances. Qu'est-ce qui vous a empêché, par exemple, de vous mettre ensemble avec l'Union fait la Nation ou d'autres encore? Bon, moi, ce que je veux simplement qu'on retienne, c'est que ça n'a pas abouti. Je souhaite bonne chance à chacun et à tous. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en alliance avec le Réveil Patriotique du président Janvier Yawédéou. Et je pense que c'est pour gagner, s'il plaît à Dieu. Justement, nous allons poursuivre notre débat. En face, vous aurez les forces Cori pour un Bénin émergent, dont la liste est conduite par le chef de l'État en personne qui mouille le maillot, qui demande une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a peu, vous étiez ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est légitime de sa part de vouloir une majorité pour finir son mandat en beauté? Non, je ne pense pas que ça soit légitime. On peut comprendre qu'un président entrant veuille avoir effectivement la possibilité de travailler et demande d'ailleurs à la population de lui donner les moyens à travers, disons, des élus en nombre conséquent. Je peux comprendre qu'un président réélu veuille, disons, de nouveau avoir une majorité pour pouvoir parfaire, disons, le travail qu'il a commencé au cours d'un premier mandat. Par contre, un président sortant
qui veuille avoir une majorité sacrée dans l'esprit de tous et chacun, disons, un certain nombre de soupçons. Hein. Nous le disons clairement, nous sommes contre toute révision de notre loi fondamentale actuellement, parce que historiquement, lorsque un président sortant en Afrique à ce niveau d'agitation que nous voyons aujourd'hui déployé par le président de la République, c'est quelqu'un qui veut rester. Ça a été le cas au Niger avec le président Tandja et son fameux TRC. On a vu au Sénégal la même chose avec le président Wade. Tout récemment au Burkina Faso avec le président Blaise Compaoré. Et nous disons que nous sommes contre, disons, un troisième mandat, à qui que ce soit d'ailleurs. Ce n'est pas dirigé contre la personne du président de la République, mais les choses doivent être claires. Lorsque vous avez eu la possibilité de conduire les destinées de votre pays pendant 2 mandats, il faut aller prendre une retraite bien méritée. Et nous soupçonnons le président de la République de ne pas vouloir, disons, se conformer à cette règle et à travers les messages subliminaux que vous entendez, après nous c'est nous, la fin d'un règne, excusez-moi, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon propos. Après nous c'est nous, la fin d'un règne ne signifie pas la fin de ceux qui règnent. De tout cela là, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas parce que on nous avait dit dans ce pays que ça pouvait changer, que ça devait changer, que ça allait changer. En 9 ans, qu'est-ce qui a changé? Dites-moi, Malik, qu'est-ce qui a changé? À part pour les copains et éventuellement les coquins. Qu'est-ce qui a changé? Moi, quand je vais sur le terrain, quand je vais sur laquelle des deux catégories? Excusez-moi, quand je vais sur le terrain, quand j'écoute les populations, quand je leur pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé dans votre vie, elles me répondent invariablement la même chose. Rien n'a changé. Donc, nous ne souhaitons pas que ceux qui ont fait ça, ceux qui ont dit que les choses allaient changer, continuent à disons, gérer notre pays. Oui, mais quand par exemple, ils vous rétorqueront qu'ils ont fait des infrastructures, ils vous rétorqueront qu'ils ont fait les microcrédits aux plus pauvres, ils vous rétorqueront que les 4 dernières années, vous avez cheminé ensemble. Et là-dessus, qu'est-ce que vous allez trouver à leur répondre? Mais moi, je voudrais d'abord dire que nous ne sommes pas comptables de la gestion catastrophique du régime, du changement et de la refondation. Pourtant, c'était au gouvernement. Citez-moi, mon cher ami, une seule personne qui a, de la Renaissance du Bénin, qui a été épinglée dans les affaires qui ont défrayé la chronique. Alors, je me suis permis de compiler l'ensemble des montants liés à ces scandales. Permettez-moi, puisque c'est l'occasion que vous m'offrez, permettez-moi de le revisiter avec vous. Affaire ICC, 150 milliards. C'est imputable. Affaire machine agricole, une surfacturation de 5 milliards. Affaire Sensad, 4,6 milliards. Affaire Centrale Maria Agleta, 45 milliards. Le total de ces montants avoisine la somme pharaonique de 372 milliards de francs CFA. Vous imaginez, monsieur Gomina, monsieur Doussa, vous imaginez ce qu'on aurait pu faire avec ces montants. Vous savez que tant que la justice n'a pas rendu une décision définitive impliquant la culpabilité de X ou Y, vous ne pourriez pas avancer ces montants. C'est pour ça donc qu'il faut envoyer à l'Assemblée nationale des députés qui vont pouvoir initier, disons, des contrôles, faire la lumière sur un certain nombre de ces affaires. Parce que 372 milliards de francs CFA, vous imaginez le nombre d'écoles, de dispensaires, de routes, d'emplois qu'on aurait pu créer. Dans le bon rôle, quand on sait
qu'un ministre de la Renaissance du Bénin, un ministre membre de la Renaissance du Bénin, a quand même été gardé à vue dans le cas justement d'affaires, de scandales, notamment celui du siège de l'Assemblée nationale. Mais Monsieur Gomina vient de dire que il faut, disons, faire confiance à la justice de notre pays. Absolument. Monsieur Ahanzo Glele a été gardé illégalement à vue, je souhaite le préciser, et il a été blanchi. Vous n'avez pas entendu dire que on a envoyé un quelconque dossier de. Je dis, vous n'avez pas entendu dire qu'on a envoyé un quelconque dossier concernant Monsieur Ahanzo Glele au niveau de la Haute Cour de justice. Donc, pour terminer sur ce chapitre, la Haute Cour de justice, pour terminer, le gouvernement vous rétorquera que lui, il a saisi l'Assemblée nationale et que cela n'a pas bougé. Oui, je voudrais terminer sur le chapitre des scandales, parce que vous êtes en train de vouloir faire un lien entre notre présence au gouvernement et la mauvaise gouvernance. Nous disons clairement que nous ne sommes pas comptables de cette gestion catastrophique, parce que, et je vous mets au défi de trouver le nom d'un militant de la Renaissance du Bénin dans ces différents scandales. Ensuite, c'est toute une équipe. Ensuite, vous avez soutenu l'action du chef de l'État. Malheureusement, vous refusez d'assumer le bilan. Non. Je voudrais que vous me permettiez de rappeler dans quelles conditions nous sommes allés au gouvernement. C'est en 2011, au lendemain d'une élection présidentielle particulièrement contestée. Lorsque les résultats sont tombés, ça a d'abord été la stupeur, ensuite la consternation. Il y a même eu des échauffourées ici et là. Et si on n'y avait pas pris garde, le pays aurait pu basculer. Et nous, fidèles à nos valeurs cardinales, préservation de l'unité nationale, paix, stabilité, nous avons fait le choix de collaborer avec le président Boniaï, parce que nous croyions à l'époque qu'il avait l'intention de mettre, disons, son deuxième mandat sous l'égide du développement. Mais force a été de constater que très vite, les mauvaises habitudes ont repris le pas. Très vite, au bout de 4 ans? Non, très vite, nous nous sommes retrouvés dans une atmosphère que un journal international a qualifié d'anxiogène. Le président de la République a créé inutilement des situations de tension, et une de ces situations, c'est de continuer à maintenir, coûte que coûte, vaille que vaille, ce projet qui est un projet clivant, celui donc de la révision de notre loi fondamentale. Donc, les 4 années se sont passées avec son lot de grève, avec affaire PVI, affaire empoisonnement, affaire coup d'État. Je veux dire que nos compatriotes, ce qu'ils souhaitent, Malik, c'est de vivre en paix. Ils souhaitent une gestion, disons, plus consensuelle. Vous avez dit, vous avez été au gouvernement, mais nous n'avons jamais été associés à aucune prise de décision. Mais il suffit, pour vous en convaincre, de voir comment le pays est gouverné. Le président fait tout. Il est président de la République, il est ministre, il est directeur de cabinet, il est, disons, sur le terrain, en train d'offrir aux populations, disons, des poteaux électriques, ce qui pourrait être, disons, du ressort de n'importe quel chef de division à la SBE. Honnêtement, cette hyperactivité du président de la République commence par, disons, étonner, pour ne pas dire autre chose. Mais pourquoi c'est maintenant seulement... Vous n'avez pas empêché d'aller au gouvernement. Pourquoi davantage cela vous gênerait-il à présent? Non, nous sommes allés au gouvernement pour préserver l'unité nationale et la paix. Nous avons cru que le président de la République pouvait s'amender, pouvait changer, pouvait se transformer. Nous nous sommes trompés. 2 fois donc? Non, pas 2 fois. Abraham Sissoko a été également ministre de Boniaï. Je souhaite qu'on mette les choses en perspective. Les débuts du régime dit du changement ont été pour tous prometteurs. C'est après que les choses se sont dégradées. Nous avons pensé, parce que il nous l'a dit,
qu'il voulait effectivement s'amender, qu'il voulait mettre le cap sur le développement, qu'il voulait régler les problèmes de nos compatriotes. Nous avons cru en sa parole et nous l'avons accompagné. Mais nous nous sommes rendus compte que il n'avait pas changé et que il était effectivement improbable que les promesses qu'il avait faites, qu'il puisse les tenir. Et à la fin, nous avons tiré les conclusions qui s'incombaient et nous avons pris la décision de nous retirer de ce partenariat. Oui, mais monsieur le maire, par rapport à la question primordiale de la révision de la Constitution, lorsque la Cour constitutionnelle dit que même s'il y avait révision, elle n'ouvre pas la voie à une troisième république et que de toute façon c'est 2 mandats et point final, est-ce que vous ne pouvez pas croire à la franchise de la Cour? Moi, je ne vais pas, disons, polémiquer avec une institution pour qui j'ai, disons, beaucoup de respect et de considération. Il y a le discours, puisqu'on a entendu le président de la République nous dire j'ai fait une promesse au pape, au président Hollande, au président Sarkozy de ne plus me représenter. Et puis, il y a les faits. Les faits, c'est cette activité qu'on observe. On n'a jamais vu dans notre pays un président sortant être comme ça sur tous les théâtres d'opération, alors que manifestement, il devrait profiter de l'année qui lui reste pour apaiser les choses, pour préparer son départ. On a plutôt le sentiment de quelqu'un qui veut se maintenir, qui veut rester coûte que coûte, vaille que vaille. Et c'est ça qui fait que les forces démocratiques sont en train de se mobiliser. Parce que, au-delà, disons, de la posture, la réalité nous montre, disons, un visage qui est différent. Vous avez vu toutes les effigies qui s'étalent, du chef de l'État qui s'étalent un peu partout, avec un culte de la personnalité qui nous ramène à des périodes que nous pensions révolues. Enfin, je crois honnêtement que si vous êtes, disons, objectif, vous conviendrez avec moi que il faut prévenir le danger. Oui, il faut prévenir tout danger, tout le monde en convient, ça va de soi. Mais souffrez que nous ne prenons pas position sur cette question-là et que nous respectons votre point de vue par rapport à cela. Mais ce qui aura lieu, c'est qu'il y aura un duel dans la 16e circonscription électorale, un duel que certains vont qualifier de duel entre familles présidentielles. Cela ne vous rebute pas? Non. Malik, moi je voudrais préciser que je suis en politique pour débattre d'idées, pour parler, disons, de projets, de programmes. Je ne suis pas en politique pour, disons, m'attarder sur des éléments qu'on peut considérer comme étant des éléments anecdotiques. Donc je ne suis en duel avec personne. Mais les faits font que vous allez affronter Marcel de Souza, qui est tête de liste et qui est beau-frère du président, le fils du président, et vous-même, Yadi Vinéan Soglo, fils du président Soglo, la présidente Rosine Vieira Soglo. C'est quand même un peu, ce sera assez pimenté dans la 16e circonscription électorale. Je comprends votre posture, mais les faits sont là. Bon, nous allons avoir le temps de débattre, le temps d'échanger, le temps de convaincre. Et à la fin, ce sont les électeurs et électrices qui trancheront. Je souhaite qu'elles tranchent en notre faveur parce que notre cause est juste. Le combat que nous menons, c'est pour l'intérêt général, c'est pour le bien commun. Nous n'avons pas de gain personnel dans tout ça. Ce qui nous guide, c'est la paix qui est menacée, c'est la stabilité, et donc que le meilleur gagne. Pour mener ce combat, vous êtes doté d'un directeur de campagne qui n'est pas membre de la Renaissance du Bénin. C'est assez inhabituel. Pourquoi ce choix? Nous avons l'obligation de rassembler. Nous avons l'obligation de fédérer. Et pourquoi se priver de cette possibilité lorsqu'il y a des hommes de très grande qualité comme l'ancien ministre Bernard Lani Davor. Et donc ça fait un moment que nous sommes en discussion et il a jugé bon de nous rejoindre et nous nous en félicitons. C'est quelqu'un de très agréable, mais aussi
quelqu'un qui a une expérience politique avérée. Et de ce point de vue, ça injecte dans notre formation politique du sang neuf, et nous en avons besoin. Mais ça fait quand même un moment que Benaline Davo a perdu son siège à l'Assemblée nationale, il n'a jamais réussi à le renouveler, il a quitté le gouvernement de Bouniaï. Qu'est-ce qu'il peut concrètement apporter à la Renaissance du Bénin? Beaucoup. Et tous les jours, on s'en rend compte. Il est d'abord un gros travailleur, il est un bon camarade, et je peux vous dire que tout le monde l'apprécie, et il a une expérience absolument fine, disons, de la situation politique et des hommes et des femmes qui concourent à animer la vie politique. Et je crois que c'est essentiel, en tout cas pour nous, d'avoir ce type de personnalité à côté de nous. Oui, mais monsieur le maire, nous ne pouvons pas quand même vous avoir sur le plateau et ne pas évoquer vos rapports avec le président Bouniaï, parce que les Béninois veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le cas Sosounto. Est-ce que vous vous êtes remis de cette séparation, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, là, sur la liste des forces Kori pour un Bénin émergent, alors qu'il tient son poste au gouvernement de vous. Tout le monde en convient, c'est vous qui l'avez envoyé à un moment donné, mais malheureusement, lorsque vous avez sifflé la fin de la récréation, il ne vous a pas suivi. Comment vous vivez ce déchirement? D'abord, je voudrais dire que je ne retirerai pas un point ni même une virgule de ce que vous venez de dire concernant Christian Sosounto. C'est pour nous une grande déception. Ça a été d'abord une surprise désagréable et ensuite une déception, parce qu'il est sorti de nos entrailles. C'est quelqu'un qui a été, disons, formé à la Renaissance du Bénin. Nous l'avons pris au sortir de l'université. Il a été tour à tour chef d'arrondissement, 3e adjoint au maire, puis ministre. Et donc, on pouvait s'attendre à autre chose de quelqu'un qui était jusqu'à présent un militant, chevronné, gros travailleur. Et donc, c'est les aléas de la vie politique. Et ça illustre, une fois de plus, le type de relation que nous avons eu avec le président de la République. Parce que vous m'avez posé la question de savoir quel type de relation j'entretiens avec le président Bouniaï. Je voudrais bien me faire comprendre. Je n'ai pas de problème personnel avec le chef de l'État. C'est un homme qui, dans le privé, est agréable, même sympathique. Nos divergences portent sur, disons, la vision que nous avons de ce que doit être notre pays. Et surtout aujourd'hui, sur notre système démocratique. Nous voulons continuer à avoir la possibilité de nous exprimer, d'entreprendre. Et nous avons le sentiment qu'il veut mettre en place un système qui va avoir le goût de la démocratie, ressembler à la démocratie, mais qui ne sera plus de la démocratie. Ça s'appelle la démocrature. Lui, il l'appelle la dictature du développement. Nous n'en voulons pas. C'est ça qui fonde notre désaccord avec ce dernier. Et donc, je voudrais aussi préciser que ce qui caractérise le régime actuel, c'est son absence de dialogue et de concertation. C'est le fait qu'on prenne des décisions sans prendre le temps d'en discuter avec ses partenaires. Et puis, c'est les attaques dont nous avons été notamment l'objet, soit directement, soit en sous-main. C'est le double langage pour un comportement qui est souvent à l'antipode des promesses qui ont été faites. Et donc, notre constat, c'est que ce régime a tout fait pour, disons, créer une atmosphère anxiogène, de tension. Lorsque vous discutez avec les uns et les autres, ils vous disent « nous voulons la paix ». Et nous leur rétorquons « nous ferons tout pour que vous puissiez vivre en paix ». Les gens veulent vivre en paix. Fondamentalement, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la paix et du pain. Aujourd'hui, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Donc voilà ce que je peux dire des relations que j'entretiens actuellement avec le président de la République. Mais sur le cas Sosounto, pourquoi par exemple il n'a pas été exclu, d'autres pour moins que ça ont été obligés de quitter le parti, mais à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Chaque chose en son temps, mon cher Malik.
Et que représente pour vous donc la candidature de son temps sur la liste FCBE pour cette législative? Il a fait un choix malheureux et il en assumera les conséquences. Surtout pour lui. Surtout pour lui. Est-ce que vous nous dites vraiment la vérité sur le cas Sossou-Nguesson? D'aucuns estiment par exemple qu'il est dans un jeu avec vous. Ça aurait été quelqu'un d'autre qu'immédiatement il aurait été exclu de la Renaissance du Bénin. Alors que pour lui, il semble qu'on le trouve en situation atténuante. Que ces militants sont venus au siège du parti pour demander à ce qu'ils soient positionnés sur vos listes, que vous avez longtemps hésité? Là, je vais m'en tenir aux faits. Nous avons rompu notre partenariat avec le président Boni Yayi. Et nous avons demandé à celui qui nous représentait dans son gouvernement de revenir au bercail. Il a refusé de le faire. Nous avons pris acte. Je n'ai plus de représentant au gouvernement. Christian Sossou-Nguesson n'est plus ministre au titre de la Renaissance du Bénin. Le reste... Les militants de la Renaissance du Bénin qu'il a pu nommer, qu'il a pu positionner, voteront pour qui finalement? Mais attendez de voir. Le vote est secret. Et donc, dans l'isoloir, ils le feront selon leur conscience. Oui, mais monsieur le maire, on ne peut pas vous avoir ici aussi et ne pas évoquer un pan au niveau de la municipalité. On vous a vu pendant plusieurs années. C'est vrai que à la fin, même lorsqu'on écoute le président Soglo, il est un peu déçu de n'avoir pas pu impacter son passage à la mairie de Cotonou. Qu'est-ce qui empêche que les pouvoirs locaux puissent véritablement changer notre cadre de vie? Je reconnais avec vous que nous n'avons pas pu, au cours des 2 mandats, faire ce que nous avions dit que nous allions faire. Et c'est principalement dû au fait qu'il n'y a jamais eu de synergie entre le pouvoir central et nous. Et ce que je souhaite pour mon pays, c'est qu'on passe un peu moins de temps à faire de la politique politicienne et un petit peu plus de temps à faire ce pourquoi les populations nous ont élus, c'est-à-dire du développement et se consacrer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je prends un seul exemple pour illustrer mon propos. Ailleurs, au Sénégal, on a eu une situation où le maire était un maire de l'opposition et le gouvernement d'une autre, disons, obédience politique. Ça n'a pas empêché le gouvernement, parce que Dakar est une ville capitale, la vitrine du Sénégal, ça n'a pas empêché les autorités centrales du Sénégal d'octroyer à la ville de Dakar l'équivalent de son budget pour nettoyer effectivement Dakar et ses environs. Ici, nous peinons à boucler notre budget et nous avons plusieurs fois, disons, tenté de faire comprendre aux différents présidents de la République l'intérêt pour eux d'accompagner la ville. Parce que lorsque quelqu'un vient à Cotonou, ce qu'il retient du pays, c'est beaucoup à partir de ce qu'il aura vu à Cotonou. Mais rien n'y fit. Plus, nous avons pensé que le fait d'être, disons, en partenariat avec le pouvoir simplifierait les choses. Ça a été, disons, une grande déception de constater que on nous a asphyxiés financièrement parce qu'on voulait nous discréditer politiquement. L'autre exemple, c'est Plakodji. Plakodji a été rasé sans notre accord. Par un ministre de la Renaissance. Bien entendu, et ça, disons, la méthode Yayi. On utilise vos partisans pour vous discréditer. Et bon, il était simplement qu'un instrument. Et aujourd'hui, les populations de Plakodji ont le sentiment que les responsables de ce déguerpissement, c'est la municipalité de Cotonou. Je voudrais leur dire ici maintenant que nous ne sommes absolument pas responsables de ce qui s'est passé. Bien au contraire, nous avions un projet, nous, clé en main, pour, disons, réhabiliter Plakodji et ses environs. Nous l'avons présenté au président de la République. Les Chinois étaient prêts à nous accompagner. Jusqu'à l'heure où on se parle, hein, ça a été mis, je suppose, quelque part dans les casiers. Non, le pouvoir central ne nous a pas accompagnés. Le marché d'Antokwa, qui est le principal pollueur de la ville
ne nous a jamais été rétrocédé, mais plus grave, les ristournes qui sont normalement attendus de la part de la SOGEMA, nous ne les avons jamais touchés depuis bientôt 10 ans. Comment voulez-vous qu'avec nos maigres ressources, nous soyons capables de transformer le visage de Cotonou? Néanmoins, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Aujourd'hui, nous avons mis en place un nouveau système qui va allier professionnalisme et utilisation du personnel à haute intensité de main-d'œuvre pour nous permettre d'avoir dans quelque temps un autre visage dans la ville de Cotonou. Oui, mais dans le tableau que vous venez de peindre, nous, on n'a pas souvent eu cette impression. On a vu le président maire avec le chef de l'État, en président du ministre des Finances. On nous dit que les instructions ont été données pour que les moyens soient mis à la disposition de la mairie de Cotonou. Je parlais à l'époque du ministre Biya, mais bon, tout devant les caméras, le rire était incel. Mais au finish, aujourd'hui, vous venez nous dire que cela n'a pas été le cas. Est-ce que ça ne pose pas de problème? Et ensuite, qu'est-ce que vous proposez pour que les municipalités aient un peu d'autonomie dans le futur? Parce qu'au lieu de pleurer sur le lait renversé, voyons les actes que nous posons pour que cela ne dépende pas d'une personne, mais pour que les tests puissent baliser le fonctionnement normal de nos administrations municipales. Un autre exemple. Actuellement, nous sommes en campagne, mais les cartes d'électeurs n'ont toujours pas été délivrées. Si vous posez la question au président du COSLEPI, il vous dira: mais c'est le gouvernement qui n'a pas mis les ressources à ma disposition. C'est de ça dont il s'agit. Il y a un discours et puis il y a un comportement qui est souvent différent, divergent du discours qui est tenu. Et c'est toujours fait pour discréditer l'autre, pour faire en sorte que l'autre apparaisse comme étant un incapable et un incompétent. L'exemple pour illustrer mon fait, c'est que les ressources de la ville qui sont collectées pour nous sont logées au Trésor public, qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Et donc, au gré des humeurs, au gré du bon vouloir du ministre de l'économie, on met ces ressources à votre disposition. C'est ainsi que lorsque vous devez payer vos fournisseurs, vous vous retrouvez très souvent dans la situation qui est la nôtre. On n'a pas de disponibilité pour pouvoir faire face. C'est de ça dont il s'agit. Mais et donc, quitter cette situation? Alors, pour quitter cette situation, et ça fait partie, disons, de ce que nous souhaitons faire, nous allons proposer une loi qui va donner une véritable autonomie financière aux communes. Je pense qu'on peut commencer avec les villes à statut particulier, parce qu'il est plus possible, il est plus acceptable que les populations qui attendent beaucoup de nous ne puissent pas être satisfaites simplement parce qu'un individu ou un groupe d'individus sont en train de vouloir faire de la politique politicienne. Monsieur le maire, vous savez que tout le monde sait que vous avez déposé une liste pour les élections locales au niveau du pays. Lorsqu'on prend par exemple une ville comme Cotonou, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait l'établissement d'une liste municipale? Parce que les paramètres doivent être assez compliqués, les quartiers d'origine, la religion, l'âge, l'activité professionnelle, l'engagement politique, tout ça là, comment on s'en sort? Mais c'est pas facile que de confectionner une liste. Nous avons arrêté une méthode qui, me semble-t-il, est la plus démocratique qu'il soit. D'abord, nous avons organisé des primaires. Le collège électoral est composé de nos militants, sympathisants, et tous ceux qui veulent faire acte de candidature se présentent à l'applaudimètre, comme ça se faisait sous la période révolutionnaire. Et nous les évaluons. Ensuite, toutes ces personnes, nous les convions à nous proposer une liste que nous voulons consensuelle. Parce que c'est elles qui connaissent mieux que nous, disons, les spécificités qui prévalent dans leur quartier, arrondissement. Dans certains cas, ça s'est passé facilement. Très rapidement, de façon consensuelle, les choses se sont faites. Dans d'autres cas, ça a été un petit peu plus difficile. Et donc, il a fallu, disons, que le président, que je suis, prenne des décisions qui sont souvent difficiles, parce que c'est un dilemme que de laisser certains pour prendre d'autres. Mais nous avons toujours en ligne de mire le fait qu'il faille allier, disons, les militants
de première heure avec le 109 dont je viens de vous parler. Nous sommes dans une démarche de rassemblement. Et donc, il faut ouvrir. Il faut que la Renaissance du Bénin puisse accueillir le maximum de personnes. Parce que c'est uniquement à ce prix et à ce seul prix que nous pourrons, disons, l'emporter. Tu as laissé la porte ouverte pour des opportunistes également. Il n'y a pas de toute façon de système, de modèle qui soit parfait. On a eu des situations où, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure de Christian Sosuntor, où quelqu'un qui est sorti de nos entrailles, finalement, a fait ce que vous savez. Il y en a d'autres qui sont arrivés et qui ont eu un parcours absolument exemplaire. Donc, je crois que c'est chacun face à sa conscience. Nous allons revenir sur votre position aujourd'hui au niveau de l'échiquier politique et juste vous faire aussi des rappels. On se souvient que souvent il a été reproché par vous au PRD un peu une position un peu versatile sur le plan politique. Est-ce qu'aujourd'hui la Renaissance du Bénin ne se retrouve pas dans une situation pareille? D'abord, je m'inscris en faux par rapport à cette allégation. Je vous demande de nous prouver que nous avons tenu ce type de propos sur une formation politique dans notre pays et encore moins sur le PRD. Non. Être versatile. Vous ménagez la susceptibilité? Absolument pas. La réalité, c'est que nous n'avons jamais dit ce que M. Gomina vient d'avancer. Nos archives nous départagerons. Non, nous l'avons jamais dit et nous attendons effectivement que vous puissiez mettre à notre disposition vos archives parce que vous ne trouverez nulle part la trace de propos, disons, qui aillent dans ce sens-là concernant une formation politique ou concernant le PRD. Maintenant, vous nous posez la question de savoir si nous-mêmes nous pourrions nous appliquer, disons, ce qualificatif. Absolument pas. Être versatile, c'est changer, disons, de position à tout moment, sans raison fondée. Ce qui nous a guidés. On peut toujours se donner ou se forger ses raisons. Non, ce qui nous a guidés, et qui nous guide, c'est d'abord et avant tout l'intérêt général. C'est la préservation de l'unité nationale, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la bonne gouvernance. Et donc, c'est à l'aune de ces valeurs cardinales que nous avons agi et que nous continuerons à agir. C'est un alibi, il passe partout. C'est ce que disent généralement les politiques quand ils changent de position, quand ils changent de posture. Pendant le premier quinquennat de Boniaï, vous avez été dans son gouvernement, puis vous avez quitté. Le second quinquennat, vous y êtes, enfin, vous aviez été, vous avez rompu les amarres, votre ministre est demeuré. Aujourd'hui, est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans le statut de formation politique versatile? Je viens de vous répondre, non. Nous ne nous retrouvons pas dans ce statut, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, voilà. Mais on vous comprend, ce n'est pas de la nature humaine de scier soi-même la pointe sur laquelle on est non, c'est même pas de ça dont il s'agit. Je le répète, je persiste et je signe. Ce qui fonde notre action en politique, ce sont un certain nombre de valeurs cardinales auxquelles nous attachons beaucoup de prix. L'amour de la patrie, la bonne gouvernance. Monsieur le maire, la quel est paix. votre avis sur le système partisan dans notre pays? Est-ce que vous ne trouvez pas que à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à revoir? Je suis de nouveau d'accord avec vous. Il y a effectivement beaucoup de choses à revoir. Je pense que le système... Parlez-nous de votre vision, parce qu'il y a dit, ce n'est pas que la mairie de Cotonou, ce n'est pas que l'Assemblée nationale. Il y a dit, il y pense presque tous les jours, la magistrature suprême. Vous n'êtes pas avec moi pour savoir si j'y pense tous les jours. C'est une vérité. Ça coule de source. Écoutez, si c'est vous qui le dites, non. Plus sérieusement, notre système doit être, disons, revu. Tout simplement parce que après 25 ans, force est de constater que le multipartisme intégral n'a pas, disons, réussi à régler les problèmes politiques, mais aussi de société. Parce que ce qu'on constate, c'est d'abord un émiettement des forces, c'est surtout des problèmes de personnes qui prennent le pas sur les programmes, sur les projets de vie. Et donc, je crois qu'il est temps
de réguler. Il est temps aussi d'appliquer la charte des partis politiques et ce qui est en train de se passer actuellement avec les alliances qui ont été, disons, nourries, préfigure peut-être des grands rassemblements, des grands regroupements. Moi, je crois que je crois qu'un pays comme le nôtre, pourrait avoir, disons, 3 ou 4 sensibilités. Une sensibilité, disons, de droite, libérale, une sensibilité de gauche, une sensibilité peut-être centriste. Et puis, aujourd'hui, on parle souvent des problèmes environnementaux, donc une sensibilité qui prendrait en compte, disons, cette problématique. Donc, il faut œuvrer pour que nous puissions nous regrouper, parce que sinon, mais sur des bases saines. Bien entendu, sur des programmes, sur des projets de vie, il faut qu'il y ait plus de débats, d'idées. Hein. Il faut que on laisse de côté les problèmes des personnes pour disons, se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement. Hein, et c'est pour ça que les populations, disons, nous font confiance. On dit souvent qu'il ne dit rien consent. Il y a un pan de l'introduction de Malick Gomina auquel j'ai attendu une réaction de votre part, et ce n'est pas venu jusqu'à présent. On a déjà fait 1 heure d'émission, et il a dit que, par exemple, en 2011, vous étiez le cheval de Troie, qu'on va utiliser Boniaï pour infiltrer... non, mais j'ai pas voulu faire dans la polémique. Cheval de Troie, ça n'a carrément aucun sens. La renaissance du Bénin est une vieille formation qui a des valeurs. Place ici, vous avez suivi le président du PRD. Hein. Non, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas faire dans la polémique. J'ai été un des artisans de la mise, disons, en place de l'Union fait la nation. Je me suis investi corps et âme. Les résultats sont là, à Cotonou, dans nos fiefs. Et je peux attester que tout le monde y a mis du sien. Bon, je peux comprendre, et c'est légitime, que le président Adrien Mbedji ait pu avoir quelques amertumes. J'espère qu'avec le temps, ça va passer. Nous avons fait ce qu'il fallait. Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui, comment entrevoyez-vous le Bénin d'après 2016, c'est-à-dire après le régime du président Boniaï? Bon, je crois que il faut d'abord réconcilier notre pays avec lui-même. Il faut l'apaiser. Il faut que, disons, les contingences politiciennes soient battues en brèche au profit de l'intérêt... Nous n'avons pas de problème avec nos voisins. Pourquoi est-ce que vous insistez sur la paix, la réconciliation du pays avec lui-même? Non, j'insiste sur tout ça parce que il y a eu des propos, et tout récemment, de nouveau, le président de la République s'est illustré en tenant des propos à caractère régionaliste. Mais ces partisans disent que ces propos ne sont pas avérés. Attendez, moi je ne fais que rapporter ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu. Vous avez raison d'être prudent, mais on a entendu, je crois que vous-même vous étiez, disons, directement impliqué. On a entendu le président de la République parler des miens, etc. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un pays qui n'est pas encore un État-nation, qui est une mosaïque, disons, de communautés. Il faut faire en sorte de nous amener à vivre ensemble. Et le premier magistrat doit être effectivement un exemple. Moi, j'ai mal à mon Bénin quand j'entends ce genre de propos. Parce que on peut parler de ces partisans. Vous pouvez parler des vôtres. Non, attendez. Les militants de la Renaissance du Bénin sont les vôtres. Le président de la République est le père de la nation. Il est le père de tous. Ce qui est vrai. Et il est le père de tous. Et vous savez très bien que les propos qui peuvent, disons, diviser, il faut les éviter. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis pays réconcilié avec lui-même. D'accord? Parce que on a eu le sentiment qu'on faisait la part belle à certaines communautés au détriment d'autres. Je crois que le pays a besoin de se retrouver. Le pays aussi a besoin de tempérance, de calme. On est un peu fatigué de cette agitation.
D'autant plus que, passez-moi l'expression, il fait toujours aussi chaud. L'autre a dit, gouvernement ventilateur, mais on a brassé beaucoup d'air, mais il fait chaud, il fait terriblement chaud. Donc je crois qu'il faut apaiser, calmer les tensions. Il faut aussi que, disons, le seul guide soit l'intérêt national. Il faut qu'on puisse résoudre les problèmes dans le dialogue et la concertation. Il faut qu'on puisse partager les fruits de la croissance entre tous les fils et les filles de notre pays. Donc, c'est d'abord autour de ça, autour de ces valeurs-là, qu'il va falloir, disons, fédérer. Et ensuite, on va pouvoir mettre le cap sur le développement. Parce que notre pays a des atouts importants, mais mal exploités. On ne profite pas, notamment, de notre position géographique. Vous vous rendez compte que nous sommes à côté du plus grand marché africain. Le Nigeria, soit dit en passant, je salue la brillante élection de son nouveau président. On ne profite pas, effectivement, du Nigeria. On n'en profite pas parce que on ne s'est jamais véritablement, disons, penché sur les synergies que nous pourrions trouver avec ce pays. Je crois qu'il faut mettre en place un observatoire qui va pouvoir identifier les offres, les potentialités que nous pourrions exploiter au Nigeria. Mais d'ores et déjà, tout le secteur informel vit grâce à ce marché. Donc c'est à l'État de structurer tout ça. Moi je pense que il faut continuer à, disons, développer notre coton, accroître sa production, mais il faut aussi diversifier. Il faut, disons, avoir un port plus moderne. Je pense qu'on peut faire de ce pays un pays prospère. D'autres l'ont réalisé. Je lisais tout récemment que Singapour venait de perdre Lee Kuan Yew. C'était très peu de choses. Et en l'espace de 20 ans, il a transformé effectivement Singapour en ce que c'est devenu. Il en est de même pour Dubaï. Ce que je veux simplement faire remarquer, c'est que il y a des potentialités et les Béninois sont capables du meilleur. Oui, mais nous sommes capables du meilleur, c'est vrai, mais vous savez qu'il y a à peu près 9 ans, on nous a tenu à peu près ces genres de discours, cap sur le développement, mais la réalité, elle a été tout autre parce que dès qu'on vient, c'est la politique qui s'accapare. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour développer ces idées, il faut de grandes alliances? Il faut que les partis essaient de discuter autour des programmes, s'entendre et voir qui va porter ces programmes pour qu'après la victoire, on se mette véritablement au travail au lieu qu'on se mette à faire la politique après la victoire. Non, mais vous avez une fois de plus tout à fait raison, mon cher Malik. Je pense que vous devriez vous essayer à la politique parce que vous avez des idées à faire partager avec le plus grand nombre. Merci de Non. Ce que je veux que on retienne, c'est que c'est un métier que celui de faire de la politique. Ça prend un temps pour, disons, forger la carapace. Absolument, et acquérir les aptitudes. Je crois que cette fois-ci, nos compatriotes sont vaccinés et sauront, disons, faire la part des choses. On ne confierait pas, disons, la construction de sa maison à un tâcheron. C'est un architecte qu'on appelle. On n'ira pas se faire soigner par un garçon de salle. On demandera à un médecin, disons, de le faire. C'est la même chose pour la politique. Il faut que cette fois-ci, on fasse venir à la tête de notre pays des professionnels de la politique, des gens qui ont fait leur classe, qui ont eu des succès, mais aussi des échecs, et qui, forts de tous ces éléments-là, sont capables aujourd'hui de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je vous vois sortir de la moule que vous êtes en train de fabriquer, mais je veux quand même vous demander de donner votre avis sur les autres candidats qui s'annoncent et qui déjà sont en train d'apporter monts et vallées dans notre pays
pour dire à nos compatriotes qu'ils désirent les diriger? D'abord, je voudrais, leur dire toute ma satisfaction de les voir candidats, parce que ça demande beaucoup de courage. Et puis ensuite, que le meilleur gagne, et pour, le bien-être de notre cher et beau pays, le Bénin. Alors, vous avez parlé de partis politiques, vous avez décrit, vous avez un profil qui nous voit élire un militant de parti politique, président de la République. Beaucoup d'autres acteurs politiques le souhaitent, mais depuis 25 ans de démocratie, on n'a jamais réussi à élire un parti politique, n'a jamais réussi à gagner une élection présidentielle. Vous avez même tenté l'expérience d'une alliance avec l'Union fait la Nation. Là également, ça n'a pas prospéré. Alors, comment pensez-vous relever ce défi, vous qui avez donc l'ambition de succéder par exemple à Boni Yaye? Bon, être président de la République, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme avec son peuple. Et il faut que cette personne soit capable, de fédérer autour d'un projet de vie novateur. C'est à cela que je suis en train de m'atteler. Lorsque le temps sera venu, je reviendrai sur votre plateau pour vous expliquer, en détail, ce que je compte faire pour notre pays. Mais au-delà de la volonté personnelle, au-delà de l'ambition qui nous guide et nous amène à faire acte de candidature, il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger, c'est la dimension spirituelle. C'est Dieu qui choisit qui va conduire aux destinées d'un pays. Et je crois que il faut lui laisser faire ce choix et les Béninois, et on verra. Oui, mais aujourd'hui, dimanche, vous êtes sur nos plateaux, vos compatriotes vivent quand même une angoisse. Quel mot pour les apaiser, parce que les élections législatives, c'est dans quelques jours, mais jusqu'à présent, tout n'est pas encore bien ficelé, comme vous l'avez dit, au niveau du COS-LEPI, les CAT et autres. Un message quand même pour appeler un peu au calme, parce que c'est un peu une sinistrose. Non, je conviens avec vous qu'une fois de plus, on a raté une occasion d'organiser les choses convenablement et correctement. Il y a quelques jours, au Nigeria voisin, on a vu effectivement l'élection d'un nouveau président se faire sans tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Les responsables de cette situation, c'est le COS-LEPI et le gouvernement qui ont passé leur temps à se renvoyer la balle pour nous mettre dans cette impasse. Ce que je souhaite, c'est que on puisse délivrer les cartes, même si on va le faire au moment où nous sommes déjà en campagne, pour que chacun puisse aller voter, exprimer son choix. C'est ça qui est, à mon avis, la chose la plus importante. Oui, mais monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous aurez souhaité que vos compatriotes retiennent de votre passage, à moins que André ait une dernière question? Non, c'est bon, ça peut aller. Bon, d'abord, j'espère que les téléspectateurs de Zone Franche ont bien compris ce qui... les auditeurs des radios partenaires. Et les auditeurs des radios partenaires ont bien compris ce qui nous motive aujourd'hui au sein de l'Alliance RB-RP. Ce ne sont pas des questions personnelles, mais c'est des divergences politiques profondes. Il s'agit de l'avenir de notre démocratie. Et nous sommes contre toute révision opportuniste de notre loi fondamentale, parce que cette loi nous a apporté la stabilité et la paix. Nous sommes aussi contre un troisième mandat, même si les partisans du chef de l'État et lui-même disent le contraire. Les manifestations que nous avons tous les jours à travers cette agitation nous prouvent qu'il y a une volonté de la part de ce dernier de se maintenir à la tête de notre pays au-delà du délai constitutionnel. Et nous sommes contre. La troisième chose, c'est que les héritiers qui disent que la fin d'un règne ne signifie pas la fin de ceux qui règnent, devraient prendre une retraite bien méritée
avec le président de la République au regard des scandales qui ont émaillé son quinquennat. J'ai dit, non, je suis simplement pour la justice et l'équité. Si vous avez fait partie d'une équipe qui va laisser éventuellement une ardoise de 372 milliards de francs, bien entendu, 372 milliards de francs CFA, je crois que vous êtes extrêmement mal placé pour, disons, incarner l'alternance. Enfin, nous voulons vivre en paix. Nous voulons vivre mieux. Et à l'alliance RB, n'est-ce pas de réchauffer, vivre mieux, c'est ce que vous avez eu comme message en tant que candidat à l'élection présidentielle en 2006. Vous savez, ce que les populations souhaitent, désirent par-dessus tout, et je l'ai dit, et je le répète, et je le souligne, c'est la paix et le pain. C'est de ça dont il s'agit. Donc, vivre en paix et vivre mieux. Ali Villan Soglo, président de la Renaissance du Bénin, merci d'être passé sur ce plateau de Zone Franche, partagé avec la population votre lecture des sujets brûlants de l'actualité, mais également la situation actuelle de la Renaissance du Bénin et son état pendant que nous sommes en campagne électorale pour les élections législatives du 26 avril prochain, élections pour lesquelles vous êtes bien évidemment candidat. Merci donc d'être passé sur Zone Franche. Merci Ali Gomina. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une excellente journée dominicale devant Canal 3 Bénin. Au revoir. Merci.